Bonjour Jean-François, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, Patrick? Tout va Parfait, bien? parfait. Donc c'est la deuxième intervention qu'on fait sur YouTube, tous les deux, toujours avec grand plaisir. Tu es un des premiers abonnés sur la chaîne YouTube. Et donc, pourrais-tu dire à ceux qui nous écoutent pourquoi tu me suis depuis aussi longtemps? Eh bien, au début, je t'ai découvert sur Internet, sur YouTube. J'ai vu tes vidéos qui me semblaient très intéressantes. Et surtout, tu montrais tout ce que tu faisais. Ce qui est quand même assez rarissime parce qu'en général, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et beaucoup de gens donnent des conseils, mais il n'y a rien derrière. Toi, tu montrais ton portefeuille, tu montrais l'évolution de ton portefeuille. Alors, ce n'était pas directement, évidemment, des conseils, mais tu montrais ce que tu faisais. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Peu de gens le font. Euh, donc, j'ai commencé à m'intéresser à ta démarche, à ton portefeuille, comment tu le structurais, quelle était la partie dividende, quelle était la partie croissance. Et puis, très vite, tu as proposé à un YouTuber qui te suit une rencontre. J'ai de suite levé le doigt. Nous nous sommes rencontrés à Paris, donc mon accent me trahit, je suis un sudiste. J'ai pris le train pour te rencontrer et de suite, on s'est très très bien entendu à tel point que quand on s'est retrouvés au restaurant, on a presque parlé qu'à deux et les autres mangeaient tout ce qu'on avait apporté. On est C'est vrai que tu ressorti presque le ventre vide. Par contre, rempli de de bonnes idées, de bonnes choses. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, c'était une invitation que j'avais faite pour les 1000 premiers abonnés sur la chaîne YouTube et j'avais besoin d'un retour, de voir ce que pensaient mes abonnés. Donc j'avais tiré au sort trois personnes. Donc on avait mangé dans un excellent restaurant à Paris et puis effectivement, tu avais pas mal monopolisé la parole, ce qui m'avait grandement étonné. Et puis on a super sympathisé. C'est aussi la chose sympa qu'il y a à PowerTrade, c'est qu'on rencontre des gens passionnés dans ce qu'on fait. Puis de temps en temps, on se rencontre, etc. D'ailleurs, on va se rencontrer d'ici quelques semaines en Thaïlande parce que tu vas me rejoindre là-bas à Bangkok et donc ça va être voilà, je pense qu'on fera encore quelques vidéos ensemble Ouais, tout à depuis fait. la Thaïlande. Et ça, c'est des choses que j'ai envie d'organiser de plus en plus, des rencontres, de façon à justement faire le point avec les power traders et puis surtout pouvoir voir ce qui n'a pas été compris parce que c'est pas toujours facile d'expliquer les choses devant une caméra et sans avoir le retour des gens qui écoutent, hein. Parfois, il y a des gens, surtout les nouveaux qui arrivent, qui comprennent rien du tout, quoi. Et donc, c'est pas simple. Et c'est pourquoi on a essayé de créer des outils, le site powertrade.fr, on a créé une application, on fait des rencontres, etc. Donc on essaye d'avoir créé tout un écosystème derrière le début de la chaîne que j'avais créé, qui n'était pas du tout dans un but qui est le but aujourd'hui, de vraiment se développer, etc. On a créé vraiment une grosse communauté. Alors elle n'est pas énorme, mais ceci dit, c'est une communauté qui ne cesse de grandir. Et comme je le dis assez souvent aux gens qui me parlent, des fois ils comprennent pas. Il y a des gens qui ont plutôt l'esprit un petit peu gauchisant, mais non, l'argent c'est pas bien, etc., etc. Et j'ai toujours cette petite phrase à leur dire, mais est-ce que tu préfères travailler pour l'argent ou est-ce que tu préfères que ce soit l'argent qui travaille pour toi? Parce qu'en fait, tu t'aperçois souvent qu'il y a des gens qui ont des visions de la vie qui est complètement
incompatible avec ce qu'ils pensent en fait au fond d'eux-mêmes, parce que tu vois souvent des gens qui vont manifester pour travailler moins, pour gagner plus en travaillant moins, etc., etc. Alors ils sont contre en fait le système de l'argent, le système capitaliste, mais de l'autre côté ils veulent travailler moins. Et de l'autre côté, quand tu leur dis mais l'argent peut travailler pour vous et vous comme ça vous travaillerez moins, voire plus du tout. Et là ils sont pas d'accord, tu vois. Et c'est voilà, c'est un petit peu le but de aussi la création de cette chaîne, c'est d'expliquer aux gens, de faire comprendre aux gens que eh bien il y a un moyen de sortir du système, et en fait c'est de ne pas en sortir, c'est de l'utiliser ce système, et j'ai pas trouvé moi d'autres moyens que la bourse pour gagner beaucoup plus d'argent qu'à travailler, parce qu'en fait le travail, et ça c'est vrai par rapport aux efforts qu'on fait, le travail ne paie pas, voilà, par rapport à effectivement les investissements qu'on peut faire, mais voilà, tout le monde n'est pas né riche, et donc il faut se créer une épargne, etc. Et donc c'est un petit peu le but de la chaîne, de faire comprendre aux gens que la richesse, ça s'acquiert de par le travail, de par des idées, de par tout un tas de chemins, mais voilà, le but c'est d'accéder à un minimum de capital pour pouvoir le faire fructifier et ainsi de suite. Donc là-dessus, toi et moi, on est en phase, hein, on se parle assez souvent, et voilà, donc super content de t'avoir rencontré, mais il y a encore plein d'autres power traders. D'ailleurs, je fais une réunion très bientôt à Paris, toi tu pourras pas venir, où je vais faire un appel là, sur le Discord, et aussi sur peut-être ce soir, hein, sur la vidéo de ce soir, pour inviter. Bon, il faudra pas qu'on soit trop nombreux non plus, parce que la dernière fois où on s'était rencontrés, on avait invité une minière à Paris, et donc on était 25 autour d'une table, et moi je pouvais pas parler aux gens qui étaient à l'autre bout de la table, donc il faudrait qu'on soit pas plus de 15. Donc on va faire de plus en plus des petites réunions comme ça, où on sera une dizaine, une quinzaine, et on pourra beaucoup mieux discuter, et puis surtout où les gens pourront poser des questions, et je pourrai répondre à tout le monde, quoi, parce que sinon voilà, on se retrouve avec des privilégiés qui sont sur le coin de la table avec moi, et puis les autres qui sont au bout de la table. Donc c'est voilà, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est des choses à taille humaine. Sinon, tu as des questions à me poser, puisqu'on est là? J'ai une foule de questions que j'ai préparées, mais première question. La différence entre toi et moi, essentielle dans la façon dont nous travaillons, c'est que moi, je positionne des stops. Toi, tu es anti-stop. Je ne suis pas anti-stop, hein. Je ne les utilise que très peu. Mais je ne suis pas anti-stop, hein. D'accord. Bon, moi, je dois constater quand même que les stops m'ont souvent sauvé la mise, beaucoup plus que ceux qui m'ont planté. Exemple, sur ST Microélectronique, Thermador, Pernod Ricard, Lotus, la Française des Jeux, Ferrari, Kaufmann Board. Bon, Ferrari, c'est pas une action qui était dans ton portefeuille, mais les autres, ils sont effectivement. Ce sont toutes des actions qui ont dévalé la pente, et mes stops sont activés, et j'ai pu sauver ma mise. Donc voilà, effectivement, il faut faire très attention au stop, parce que parfois il y a des mèches. Là récemment, d'ailleurs, je me suis fait sortir sur... attends, que je retrouve... bon, je retrouve pas là évidemment, mais je crois que c'était Ternium. Ouais, c'est ça, Ternium. Ternium, il y a eu une mèche assez importante le jeudi 30 octobre. Bon, ben, je me suis fait sortir. Mais sinon, globalement, 9 fois sur 10, les stops de mon côté sont plus bénéfiques que ce qu'ils m'ont planté. Voilà, bon, à part cette petite différence, sinon,
moi je suis très activement en ce que tu fais. Alors, j'étais au départ, au niveau de l'or, très sceptique sur les minières. Je préférais plutôt me positionner sur des ETF. Alors, je sais, les ETF, c'est problématique parce qu'il y a beaucoup plus de papier que ce qu'il y a de l'or le plus souvent. Il faut trouver des ETF dont l'or est audité. Mais finalement, je t'ai suivi et je suis très, très, très satisfait d'avoir acheté les minières que tu as mis dans ton portefeuille. Ces minières m'ont permis de faire une superbe performance et je dois reconnaître que la somme modique que tu demandes à l'année pour participer, je l'ai amortie. Si je dis 15 jours, je suis même en dessous de la réalité. Ça doit être entre une douzaine de jours. Bon, quoi qu'il en soit, dans un laps de temps ridicule. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait que les conseils, c'est le cas de dire, valent de l'or et que je regrette vraiment pas de t'avoir suivi. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Alors là, on aborde le sujet de l'or et des minières surtout. Et effectivement, ça peut paraître important les sommes qu'on demande pour passer pro, hein, puisque c'est 420 € hein, l'abonnement annuel. Mais on a un spécialiste, on a donc un analyste financier au sein de cette chaîne qui est reconnu AMF, qui est un ingénieur des mines, qui est donc accrédité, tout ce qu'on veut. Et lui, en plus de ça, c'est un passionné, quoi. C'est certainement un des seuls analystes du secteur minier qui reste en France, parce que tous sont partis au Canada, à Londres, États-Unis. Il reste plus grand monde. Et donc, il est attaché à notre chaîne. Et effectivement, j'ai appris aussi qu'on ne peut pas analyser une minière comme une société traditionnelle. On ne peut pas analyser Mineros comme une action Carrefour. Pourquoi? Parce qu'on doit analyser pas seulement les résultats passés, mais surtout les perspectives qu'offre cette minière. Et pour analyser les perspectives, il faut être capable de calculer qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol, les infrastructures qui devront être développées pour aller chercher cet or, parce qu'effectivement il y a un coût qui est extrêmement important et parfois ça risque de ne pas valoir le coût que d'aller chercher cet or, si ça coûte plus cher d'aller la chercher que de la ramener à la surface. Donc tout ça, moi je suis complètement incapable de le faire, et c'est pourquoi on a sollicité Laurent Morel, qui est vraiment une bonne personne, en plus quelqu'un de très très sympathique, très très ouvert, et à chaque fois qu'on a invité des minières sur Paris, on a pu faire des réunions, on a été boire des coups avec les power traders, etc. Et c'est des moments inoubliables. Et d'ailleurs, on a à Power Trade cette envie, c'est aussi d'aller petit à petit à la rencontre des power traders, pas seulement sur Paris, parce qu'on en a beaucoup qui sont comme toi d'ailleurs dans le sud. On sent que les gens qui habitent dans le sud sont assez riches, hein, parce qu'on a beaucoup de power traders qui font de la bourse dans le sud, beaucoup plus que dans la région parisienne finalement. Et voilà, on a beaucoup de power traders en Belgique, on en a en Suisse, on en a au Canada, on en a en Thaïlande, on en a un peu partout. Mais c'est vrai que le gros du gros sont des gens qui sont dans le sud de la France, hein, pour regarder mes statistiques. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors. Voilà, donc il y a forcément des déplacements de ma part qui devront se faire dans les jours futurs, hein. C'est sûr qu'il va falloir que j'aille à votre rencontre aussi. Voilà, donc tout ça, Laurent Morel, eh bien, lui, il en vit, hein, c'est son métier, donc on ne peut pas proposer des services gratuits comme ça, avec un tel niveau de perfection, parce que toutes les mines qu'il nous a données ont toutes performé, pour la plupart très très bien performé.
souvent ça a été au moins 80% et souvent entre 100 et 120% de gains, hein, de hausse sur le titre, et pas sur un an, hein, sur quelques mois. Donc on voit que par exemple le portefeuille PowerTrade, il reste en positif et il est encore finalement bien placé en termes de rendement par rapport à justement les minières qui ont été dans ce portefeuille. Alors bien sûr, il n'y a pas eu que les minières, on a fait des très bons coups sur Tesla ou sur d'autres titres, on a bien gagné, mais effectivement en ce moment le portefeuille PowerTrade traverse une période assez difficile parce que le cycle du pétrole est passé à la baisse et donc c'est cyclique, hein. Donc on est dans un cycle baissier avec un portefeuille qui est toujours très exposé au secteur du pétrole, puisqu'on est majoritairement investi sur Total Energy, un petit peu sur Ecopétrol et Petrobras, mais donc on est beaucoup sur le pétrole, on doit être à pas loin de 60% du portefeuille sur le secteur. Donc forcément, quand on a 60% du portefeuille dans le secteur pétrole et entre 10 et 15% d'espèces, hein, puisque nous, notre portefeuille tient compte aussi des espèces, parce que beaucoup vont vous montrer un portefeuille en disant, voilà, nous, on a fait par exemple du 15%, mais ils retirent les espèces. C'est-à-dire qu'ils font un investissement en début d'année, puis ensuite ça bouge pas ou peu, mais les espèces ne sont pas tenues en compte. Ce qui est problématique parce que dans tous les portefeuilles, il doit y avoir une poche d'espèces qui parfois grossit considérablement et qui parfois devient ridiculement petite quand on est full investi. Et donc voilà, moi j'ai cherché à montrer un portefeuille vivant, proche en fait, de la réalité, hein, d'un investisseur. Excuse-moi de te couper, mais d'autant plus que les espèces, on peut très bien les faire rémunérer. Oui. Et donc, ça participe au portefeuille. Donc, il n'y a absolument aucune raison de les mettre de côté dans le calcul. Oui. Et en plus, sur PowerTrade, même si je m'arrange à les faire rémunérer, notamment chez Saxo, puisque chez Saxo, on peut faire rémunérer ses liquidités, je le fais, mais je ne le compte même pas dans le portefeuille, puisque bon, en fait le but, hein, c'est pas pour moi d'afficher un résultat et de vous montrer, vous voyez mon résultat, il est bon, ou voilà. Le but, c'est un but éducatif. Donc pour ce faire, on essaye de faire que ce soit le plus simple possible. Si à chaque fois je dois aller montrer les liquidités, qu'est-ce qu'elles ont rémunéré, etc., donc c'est mieux de simplifier les choses pour que les gens comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils peuvent aller ensuite sur le site PowerTrade, aller revérifier les trades qui ont été faits. Ils cliquent sur le lien, j'ai acheté là, j'ai vendu là, Patrick, pourquoi il a fait ça? Et le but, c'est de faire comprendre aux gens qu'effectivement, il ne faut pas seulement acheter, il faut aussi savoir vendre. Et ça, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en privé pour me dire Patrick, j'arrive pas à vendre, je sais acheter, mais je garde trop longtemps mes positions et mes gains se transforment souvent en pertes. Puis ensuite, je suis collé là je suis scotché avec des titres et mon portefeuille est dans le rouge. Donc le but, c'est ça. Alors là, c'est pas une solution, mais c'est une pratique que j'utilise, qui est que quand je dois vendre et que quelque part j'ai pas trop envie parce que l'action pourrait monter, ben une fois de plus, tu mets un stop. Je tente l'affaire avec mes stops. Je mets un stop pas très loin, genre 0,5% ou voire 1%, en me disant bon ok, c'est vendu. Et puis, le lendemain, soit c'est vendu, soit ça continue sa hausse. Et comme ça, j'ai pu réaliser des belles choses. Ouais. Donc, ça, c'est une solution perso. Bon, après... Non, mais ça, c'est une très très bonne technique que j'ai donnée il y a d'ailleurs très longtemps dans des vidéos. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pris l'habitude, je l'ai dit aussi dans des anciennes vidéos, j'ai pris l'habitude de ne pas placer les stops dans la machine parce que systématiquement, si tu les mets à 1 ou 1,5% du cours, si tu les mets dans la monnaie,
ils viennent te ratisser, ils viennent te chercher, puis ils repartent, quoi. Donc si le dépend. marché doit partir, tu as de grandes chances d'être pris. Oui, ça dépend, bien sûr. Mais moi, mes stops, je les mets dans la tête, en fait, tu vois. Et quand ils sont touchés, bah, je passe l'ordre moi-même. Et il m'arrive de mettre des stops dans la machine. Mais donc, je ne suis pas foncièrement contre les stops. C'est quand je ne peux pas surveiller le marché. Tu vois, quand je vais être très occupé, je vais devoir être à droite, à gauche, etc. Et là, tu vois, par exemple, sur Tesla, quand on a fait plus de 131% de gains sur le dernier trade Tesla, je regardais le truc, je me disais, ça va sûrement pas aller plus haut. La moyenne de 12 a croisé, mais il y avait encore un trend qui était haussier. Donc souvent, des fois, la moyenne de 12, elle peut croiser, ça tape sur le trend et ça repart. Et puis toi, tu es sorti, donc c'est un peu con. Et donc j'ai mis un stop sur une partie des titres, hein, parce que j'étais pas en capacité de suivre le marché tout le temps. Et puis ensuite j'étais stoppé, donc j'étais alerté sur le stop. Et puis sur un autre compte, j'ai vendu le reste. Et puis on est sorti complètement de la pause. Donc les stops, oui, j'utilise, mais je pense que c'est un outil. On peut pas être contre des outils qui peuvent nous aider à bien gérer notre portefeuille. Quelqu'un qui travaille et qui est très 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 occupé, bah là c'est vrai que les stops c'est un outil indispensable, et dans ce cas-là je ne vais qu'abonder dans ton sens, à dire bah là tu peux pas t'en passer. Moi je suis pas collé à l'ordinateur à regarder les cours du matin au soir. Ouais. J'ai Et une vie. de l'autre côté aussi, les stops, tout dépend sur quel titre tu vas placer tes stops. Voilà. Tu vois. Moi, Tout à fait. par exemple, tu parlais tout à l'heure de Pernod Ricard, par exemple Total Energy, Pernod Ricard, Thermador. C'est des titres sur lesquels je place pas de stop. Si jamais ça va plus bas, je me réserve la possibilité de pouvoir faire un signal de plus, et puis donc de faire de l'accumulation. Parce qu'en fait, à PowerTrade, on fait surtout, d'abord et avant tout, une étude sur les valeurs sur lesquelles on investit. Une fois qu'on est convaincu que ce sont des bonnes valeurs, ça peut être des minières aussi, hein, comme sur la liste de Laurent Morel, on est convaincu que sur Mineros, par exemple, moi c'est une valeur qui m'a convaincu pour l'avoir interviewé, hein, puisqu'avec Gilles on fait aussi des interviews. D'ailleurs on va bientôt partir à Zurich pour interviewer encore le milieu, le cercle des minières. Donc une fois qu'on a quelque part la conviction qu'il faut pour investir dans un titre, bah, si on investit à un titre qui vaut 100 aujourd'hui, si demain il vaut 80, si on est toujours aussi convaincu, bah, à 80 c'est encore plus une opportunité. Donc aucune raison de mettre un stop à 80 alors que c'est encore des points d'achat, mais nous utilisons encore l'analyse graphique pour chercher des signaux, moyenne de 12, Kagi, etc. pour ne pas, on va dire, investir comme ça au doigt mouillé, à se dire tiens, bah ouais, c'est pas cher, on achète. Parfois c'est pas cher, mais ça peut encore aller plus bas. Par contre, les stops sur des valeurs, je me rappelle avoir fait une vidéo sur la moyenne, sur les moyennes, justement. C'est une vidéo qu'on retrouve sur PowerTrade, là sur le site PowerTrade, où j'expliquais sur la moyenne de 12 par exemple, et sur les trends, sur les canaux, je disais là par exemple on va prendre Téléperformance, et je sais plus où on était, on devait être à 220 ou 180, je me rappelle plus, et j'étais en train d'expliquer, il y a une tête épaule, il y a un trend qui est cassé, la moyenne de 12 est cassée, et puis cette valeur, je sais pas, fondamentalement, moi je vais souvent en Asie, donc si tu veux, Téléperformance, ils ont des centres d'appel beaucoup basés ailleurs qu'en France, et beaucoup en Asie, aux Philippines, etc. Et le coût de la main-d'œuvre dans ces pays-là est en train d'exploser, parce que leur niveau de vie eh bien, s'améliore de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et Téléperformance va avoir une grosse problématique, c'est que leurs coûts sont en train d'augmenter et d'exploser. Alors bien sûr, ils sont en train de dire oui, l'intelligence artificielle, ceci, cela.
Moi, je suis pas convaincu, j'étais pas convaincu, et je me rappelle que j'ai eu des messages de me dire non, t'as tort, la valorisation de cette boîte, ceci. La valorisation d'une boîte à l'instant T n'a rien à voir avec la valorisation de demain ou d'après-demain. Si la boîte périclite, sa valo, elle va baisser forcément. Et l'analyse graphique nous permet de voir que il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, et puis que les points ils sont pétés à chaque fois, on va plus bas, plus bas. Et il y avait un gars qui m'avait fait un message, j'essaierai de retrouver d'ailleurs, il m'avait dit à 50 euros, parce que moi je disais que le titre pourrait éventuellement m'intéresser à 50 euros, entre 50 et 55. Il y a un gars qui m'a fait un message pour me dire, s'il se reconnaît, qu'il me contacte, à 50 euros, si on va entre 50 et 55, je t'offre le restaurant. Eh bien, on y est presque, hein, on va dire 2 ans après peut-être. Hein. Mais l'analyse graphique, et là par contre, mettre des stops sur des achats, sur des valeurs pareilles, ça prend tout son sens. Là, je suis d'accord avec toi, sur des valeurs comme ça, mettre un stop, ça peut être intéressant. Moi, sur des valeurs comme ça, j'investis très peu. Tu vois, ma capacité à prendre des risques, surtout à l'âge que j'ai, je peux plus rebondir. Moi, si je peux pas perdre la moitié de tout ce que j'ai construit comme ça en quelques heures, quelques jours. Et donc, quand je prends des risques, comme Microbot dernièrement, je ne mets même pas de stop, mais ça pèse 0,010% du capital. Ça sera effacé par les dividendes de Total qui tomberont. À un moment donné, je nettoierai ou je garderai. Voilà. En tout cas, ce que je conseille aussi, c'est de ne pas avoir trop de lignes. J'en profite pour répondre aussi aux gens qui me disent mon portefeuille est toujours dans le rouge, je ne performe pas. Il faut prendre des gains, il faut extraire de la performance et se reporter sur des opportunity costs où on a de meilleures opportunités de hausse, et c'est ainsi que son portefeuille va pouvoir grossir. Si on reste toujours sur parfois même des belles valeurs, à un moment donné, elles rencontrent des problèmes, par exemple Pernod Ricard. Et si on est très très investi sur ce titre, à un moment donné, si on avait eu des gains et qu'on les a pas pris, on se retrouve dans le rouge, et c'est dommage. Alors c'est pas mon cas parce que j'ai été très rapidement dans le rouge sur Pernod Ricard, mais qu'est-ce que j'ai fait moi sur Pernod Ricard, qui reste de mon point de vue une excellente valeur? C'est que j'ai fait de l'accumulation. Alors peut-être un peu trop rapidement, de manière espacée, trop rapidement, pas assez espacé dans le temps, mais je suis encore en capacité d'augmenter ma position sur ce titre dans les années futures. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé sur, j'ai souvenir du titre France Télécom, qui est devenu Orange aujourd'hui. Donc pour les plus anciens d'entre vous, toi tu as connu France Télécom, j'ai été scotché pendant 3 ans sur France Télécom. Et j'ai fait de l'accumulation et je suis ressorti gagnant sur ce titre. Le but ultime quand on investit, c'est d'éviter de perdre de l'argent, et ce le plus que possible. Et donc, rien de mieux que d'investir sur des belles valeurs, des valeurs de qualité. Et quand on prend des risques, effectivement, mettre des stops, et ces risques, encore une fois, il faut que ça représente pas plus de 3% de mon point de vue, 3% de son portefeuille, parce que en fait c'est ce qu'on touche au minimum en dividende, et donc on peut couvrir son risque par son dividende. Et c'est pourquoi j'encourage les gens à ne pas avoir plus de 3% d'allocation d'actifs risqués, type Bitcoin, ETF, parce qu'un ETF c'est pareil, ça peut exploser en plein vol. Quand il n'y a plus de liquidité, le market maker, il te fait des fourchettes, il te fait le grand écart, et puis tu sors à des prix pas possibles, etc. Donc j'encourage toujours à gérer son risque et de ne pas mettre plus de 3% de valeur très risquée dans son portefeuille. Et donc si on fait ça, c'est ce que j'ai fait depuis 45 ans, on doit gagner de l'argent au final. On aura peut-être quelques mauvaises années, bien sûr,
Globalement, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, on a construit quelque chose qui est parfois assez impressionnant par rapport à d'où on vient. En tout cas, moi, c'est mon cas personnel. Pas se tromper sur les valeurs de base. Hein. Comment? Condition de ne pas se tromper. Hein. Oui, et le quand but... on reste scotché comme ça, heureusement, toi, tu as choisi une valeur très qualitative comme Total Energy. Alors, Total Energy, j'ai construit petit à petit. En fait, je suis pas arrivé à acheter une ligne Total Energy comme ça de but en blanc. Je tradais Total Energy, mais avant ça, je tradais Elf Aquitaine, que tu as dû connaître aussi à ton âge. Hein. On a connu Elf Aquitaine, qui était beaucoup plus grosse que Total Energy à l'époque. Elle était énorme, cette boîte. Et j'ai toujours gagné de l'argent sur Elf Aquitaine. Quand je me suis mis à trader Total Energy, qui s'appelait d'ailleurs pas Total Energy à l'époque, quand j'ai tradé Total, à la place d'Elf Aquitaine, eh bien, j'ai toujours gagné de l'argent sur cette boîte. Et j'ai augmenté progressivement avec mes gains. Mais à l'époque, je rentrais et je sortais relativement souvent. Et puis petit à petit, c'était surtout en fait pendant le Covid. Pendant le Covid, j'ai eu une phase de doute même sur Total Energy parce que à un moment donné, le pétrole a valu 0. Il a valu moins que 0 même. Moins que 0, oui, mais disons que les gens, il faut savoir que ceux qui traitent le pétrole sur les futurs, ils risquent la livraison. Ils peuvent être livrés à tout moment, donc ils achètent des contrats. Et puis ensuite, il y a une date fixe où ils vont être livrés. Et ils ne veulent pas être livrés, quoi. Ils veulent encaisser la prime, les gains, ou voire encaisser les pertes. Et si c'est des pertes, souvent ils roulent la position, c'est-à-dire qu'ils vendent le contrat du mois et ils rachètent le mois suivant. Sauf que quand on arrive à 0, il y a des gens qui ne veulent pas être livrés non plus. Ils ne veulent pas recevoir 1 million de barils dans leur cours. Dans leur jardin, ils n'ont pas le stockage. Ils n'ont pas la capacité de stockage. Ce qui fait qu'il y a eu une panique à ce moment-là, même chez les gros qui avaient des capacités de stockage, mais des capacités de stockage complètement pleines à ras la gueule, et ils ne pouvaient pas accueillir des barils de pétrole supplémentaires. Donc, il y a des gens qui appelaient, qui disaient « Tiens, tu veux pas prendre mes barils, là, je te paye pour que tu les prennes. » Tu vois, et c'est pour ça que le pétrole est arrivé en négatif. Et moi, à ce moment-là, c'est peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment douté de mes stratégies. C'est que tu n'avais plus un avion qui volait, tu n'avais plus une voiture qui roulait. Moi, j'étais un des seuls qui pouvait sortir dans la rue. Quand tu sortais, tu n'avais personne. C'est-à-dire que les rues de Paris étaient désertes. Tu voyais, il y avait, je te jure, il y avait des canards sauvages, des rats, des chats, il y avait des animaux beaucoup plus que d'êtres humains. C'était impressionnant. Et pétrole à 0, tu voyais Total qui plongeait. Moi, j'ai tout coupé. Hein. J'ai coupé. Donc j'ai stoppé, hein. Finalement j'ai mis un stop humain, c'était pas un stop qui était dans la machine, et je me suis dit j'ai besoin de réfléchir, là il y a quelque chose qui va pas. De toute façon, si c'est la fin du monde, de toute façon on va tous mourir quoi. Et si c'est un mauvais moment à passer, il va falloir que je revienne, mais que je revienne plus fort. J'ai souvenir avoir perdu dans cette descente aux enfers 200 000 euros. Pour chiffrer même un peu plus. Voilà. Ça n'a pas dû être très facile. Hein. Ça n'a pas été facile du tout, surtout qu'à l'époque, j'avais un portefeuille de 500 000, donc je me suis retrouvé à 300 000. Donc ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en fait, quand tu as ce type de portefeuille qui perd quasiment la moitié de sa valeur, c'est assez... stressant, impressionnant, et puis surtout quand tu as l'habitude, moi j'ai déjà eu l'habitude de perdre des grosses sommes, mais quand tu comprends pas surtout pourquoi, problématique il y a, et tu coupes, et tu te dis voilà, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, je coupe et on va voir après.
Et ensuite, le marché est reparti. On a vu quelques avions redécoller. On a commencé à rouvrir les vannes. Le pétrole est reparti à la hausse. Et du coup, l'analyse graphique m'a fait comprendre que c'était le moment de revenir dessus. Et donc, moi, Total Energy, j'ai racheté à 26, à 27, à 28. Et là, j'ai même appliqué un mode de travail que je déconseille toujours. J'ai même fait de la DCA sur Total Energy. C'est-à-dire tous les 1 euro de hausse, je rachetais. Et j'ai racheté une pause beaucoup plus grosse que la précédente. Et en fait, c'est un terme de joueur là que je vais donc donner. En fait, je me suis refait, puisqu'en un mois je crois 1 mois et 1 semaine, un truc comme ça, j'ai regagné les 200 000 euros perdus. Et ensuite... Ah mais tu as eu chaud, hein? Oui, bah bien sûr. T'as eu chaud, hein. Mais encore une fois, c'est l'expérience qui parle. En fait, c'est aussi pourquoi je continue à faire des vidéos, parce que ce genre de situation, beaucoup de gens auraient coupé. Encore plus bas que moi, j'ai coupé. C'est-à-dire qu'ils auraient coupé au moment où ça serait devenu insoutenable pour leur, on va dire pour leur mindset, tu vois. Ils auraient tellement tremblé qu'ils auraient coupé de peur de tout perdre. Donc ils auraient sauvé ce qui resterait sans pouvoir revenir. Alors que l'analyse graphique, moi, m'a permis de comprendre que c'était le moment de revenir et de regagner cet argent qui avait été perdu. En fait, tout est un peu virtuel hein, dans ce que je suis en train d'expliquer. Et le tout, c'est de comprendre les choses assez rapidement, et l'analyse graphique nous le permet. Maintenant, je sais qu'il y a des détracteurs de l'analyse graphique et qui pensent qu'il vaut mieux acheter des bonnes valeurs et les garder. Oui, à une condition d'être capable de les garder dans des situations pareilles, notamment. Et donc, la psychologie a une part très très importante dans ce qu'on fait, dans ce métier. C'est d'être assez fort pour supporter des pertes quand il y en a, et d'être assez agressif pour revenir acheter quand c'est les bons moments d'acheter. Et là, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup dans les arts martiaux, d'être assez offensif quand c'est le bon moment de l'être. Parce que bon, en combat, ça sert à rien de taper dans tous les sens si les coups ne touchent pas. Le bon moment, hein, le boxeur attend souvent le bon moment pour mettre un gauche et mettre l'adversaire KO. C'est un petit peu la bourse aussi, hein, c'est-à-dire que il faut attendre le bon moment d'acheter. Il suffit pas d'acheter une bonne valeur, si bonne soit-elle, si on l'achète au plus haut. Hein, si le gars qui a acheté du Palantir là dernièrement sur le plus haut, si ça se trouve, il va se manger 30 ou 40% de baisse, et il aura acheté une bonne valeur. C'est marrant ton attitude, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'en tant que combattant, on n'a pas tout à fait, même pas du tout la même attitude. Pour reprendre ton exemple du Covid, moi, quand j'ai vu ce qui se passait en Chine et qui commençait à avoir une déferlante dans le monde, et particulièrement dans l'Europe, je me suis dit, oh là là, là, ça sent pas bon. Et j'ai tout coupé, absolument tout coupé. Et j'ai coupé, on peut dire, au plus haut. Alors, vous allez me dire, je suis génial. Pas tant que ça. Pas tant que ça du tout. Parce que j'ai regardé, sans me mouiller ma chemise, le marché dévalé. Et puis, quand il a repris, eh bien, je n'ai pas acheté de suite. J'ai pas acheté de suite parce que je suivais certains youtubeurs, dont entre autres, pour pas le citer, Tammy Cabaz, qui disait attention au rebond du chat mort, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir comme ça et ça risque de replonger. Donc j'ai racheté trop tard. Trop tard, c'est-à-dire il y avait déjà 2/3 de la hausse qui avait été faite. Alors oui, j'en ai profité, mais j'ai profité d'1/3 de la hausse. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. C'est une attitude qui est profondément différente, tu vois, entre toi et moi. Ouais, c'est sûr que c'est une attitude complètement différente. Mais tu me fais rigoler là parce que en fait, je pense que quelque part, toi, tu as fait une erreur d'appréciation sur le rebond.
Et moi, j'ai fait une autre erreur, parce que moi, je me rappelle encore très bien, à l'époque, j'étais le président des plus gros clubs d'arts martiaux de Paris. En tout cas, la plus grosse association de sportifs de Paris 19e arrondissement. Et à l'époque, je pratiquais aussi les arts martiaux. Et notamment, je pratiquais le jiu-jitsu brésilien, qui est une lutte de corps à corps où vraiment on peut pas être plus, on peut pas être plus en proximité que cet art martial. Et à l'époque, en Chine, ils étaient tous confinés, on parlait d'un virus mortel, etc. Et nous, on continuait à se faire la bise et à se rouler sur le tatami, tu vois. Complètement inconscient qu'on était, peut-être d'un point de vue différé dans le temps. Et d'ailleurs, même pendant le Covid, où il y avait confinement, comme nous, on travaille beaucoup, on s'entraîne beaucoup avec des policiers, des gens qui ont, eux, le droit de s'entraîner, etc. Eh bien, nous, on continuait à se faire la bise et à se rouler sur le tatami, tu vois. Malgré les risques, moi, j'avais pas du tout peur du Covid. J'ai assez rapidement, moi, pensé que, effectivement, beaucoup de gens sont morts, mais parce qu'ils étaient déjà très faibles, obèses, ils avaient des signes avant-coureurs de morbidité, hein. Mais globalement, j'aurais dû faire un parallèle sur ce qui se passait en Chine en me disant, si la Chine est à l'arrêt, normalement, nous, ça va être notre tour très bientôt, quoi. Et en fait, j'ai pas vu venir le coup. En fait, j'étais dans mon truc. La bourse était au plus haut, comme tu le dis. Et en fait, effectivement, si c'était à refaire, bien sûr, eh bien, j'aurais coupé beaucoup plus tôt. J'aurais peut-être pas coupé au plus haut, mais j'aurais coupé beaucoup plus tôt. Mais c'est toujours pareil. C'est après coup qu'on peut toujours dire si c'était à refaire, on serait tous multimilliardaires, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, c'est des expériences. Mais encore une fois, tu vois, c'est pour ça que les gens ils me disent oui, mais moi je fais comme ça parce que moi j'investis dans les bilans, j'étudie les bilans des sociétés, etc. Les bilans, c'est du passé. La société, elle continue de vivre. Et une société où la bourse en elle-même, qui est un ensemble de sociétés, elle n'agit pas toujours pareillement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation où, parce que les taux d'intérêt montent, eh ben, la bourse va baisser, mais il peut y avoir une situation où, oui, les taux d'intérêt montent, mais il y a un autre truc qui fait que finalement, le marché va porter attention sur autre chose. Et voilà, le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et de le comprendre le plus rapidement que possible. Et si on fait des analyses trop fondamentales, si on est trop fondamentaliste, eh bien, on peut pas tout comprendre, on peut pas être certain de notre analyse. Et par contre, l'analyse graphique, elle permet de voir un ensemble de cerveaux qui se disent « oui, mais c'est plutôt baissier » ou « c'est plutôt haussier ». Et quand on voit les moyennes se croiser, quand on voit Kagi passer dans le vert, ou etc., on peut se dire bah ouais, moi je suis baissier, mais l'ensemble du marché sont plutôt, à contrario de ce que je pense, ils sont plutôt haussiers. Alors que moi je vais pas rester baissier, je vais peut-être mettre moins d'allocation d'actifs parce que je vais être moins convaincu, mais de l'autre côté je vais pas rater le mouvement. Tu vois, le but de l'analyse graphique, c'est aussi d'éviter une chose très très importante qu'il faut vraiment éviter pour tout investisseur, c'est de croire que, voilà, moi je pense que cette valeur, genre Téléperformance, c'est une bonne valeur, elle est sous-valorisée, donc moi je continue de l'acheter parce que j'y crois. Non, j'ai envie de dire, mon gars, si tu crois ça, non, toi tout seul, c'est pas toi qui va faire monter le titre avec tes milliers d'euros, tes centaines de milliers d'euros même que tu peux avoir. C'est des milliards qui sont dans la balance. C'est pas toi qui va faire bouger le marché, c'est pas toi qui va décider où le marché va aller. Sois plutôt un suiveur et par contre, observe bien les choses. Et puis, bon,
moi je suis convaincu que l'analyse graphique, en tout cas moi, elle m'a beaucoup aidé à éviter des grosses conneries. Ça m'a permis aussi de couper des positions sur des stops que j'ai pas forcément mis dans la machine. Et par contre, ça m'a permis aussi de, par exemple, lors du Covid, de tenir le coup et de me refaire très rapidement. Sur des périodes sur lesquelles j'avais pas encore cette notion d'analyse graphique comme je l'ai aujourd'hui, des périodes comme en 2008, par exemple, sur France Télécom, comme je t'en parlais tout à l'heure, etc., où j'ai tenu des positions. Et alors là, dans ce cas, si tu fais pas d'analyse graphique et que tu es très très convaincu, mais que tu es vraiment sur une bonne valeur, pas sur une valeur où tu crois qu'elle est bonne, quand tu es vraiment sur une bonne valeur, tu peux tenir, tu peux faire de l'accumulation, et sur une valeur comme Total Energy notamment, qui pour moi est la plus belle valeur de la cote française. Je la considère, moi, presque même pas comme une action. Pour moi, c'est une obligataire, c'est une obligation. Elle me verse un dividende, j'ai mes 6% de rendement. Quand je dis 6%, c'est si tu l'achètes aujourd'hui, hein. Moi, au prix où je l'ai acheté pendant le Covid, je suis à 11% de rendement. Donc j'ai 11% de rendement qui me tombe dans les fouilles chaque année. En plus, ça tombe trimestriellement. Ah, la vie est belle, hein. Ben, la vie est belle. Bah oui, Oui. 11% de rendement avec une inflation de 4 ou 5%, c'est oui. bien. Et puis en plus, l'avantage de toucher, pour celui qui achèterait du Total aujourd'hui, 6% de rendement, tu es quand même au-dessus de l'inflation, très légèrement. Mais c'est pas mal non plus, hein. C'est vraiment pas mal, parce que si tu vas chercher des obligations, tu vas être à 5%. Tu vois. Et puis ton obligation, si jamais les taux d'intérêt varient, tu peux perdre de l'argent sur l'obligataire aussi. Parce qu'on pense toujours que le marché obligataire est beaucoup plus sécure, mais... À loin s'en faut, c'est un marché très difficile. C'est pas toujours le cas, hein. Oui, c'est pas toujours le cas. Si les taux montent, si jamais on a une inflation, et je pense que l'inflation va à un moment donné repointer le bout de son nez, si on a une inflation importante, à un moment donné, bah, les taux d'intérêt vont augmenter. Et là, si tu as acheté des obligations à 3 ou 4% et que tu te retrouves avec un niveau de taux d'intérêt à 10%, tes obligations, elles vont s'écrouler. Tu auras perdu énormément d'argent sur ton obligation. Maintenant, ou alors tu es scotché. Oui. Et maintenant, sur Total Energy, tôt ou tard, il y aura un cycle, comme tu le sais, il y a des cycles sur l'or, sur l'argent, sur le pétrole, etc. Tôt ou tard, il y aura, il ne faut pas être pressé, bien sûr, il y aura un moment donné où Total Energy va repartir avec le secteur pétrolier, et que Total Energy, pour moi, je pense qu'elle vaut déjà, même actuellement, elle vaut facilement 65-70 euros, mais le jour où le pétrole va monter, elle vaudra entre 75 et 85, voire 100 euros. Qui sait si... Oui, moi j'en suis convaincu aussi, puisque j'ai plus de 50% de mon portefeuille qui est investi sur Total Energy. Ouais, je sais, tu m'avais dit. Donc, en fait, tu es en phase avec moi, donc c'est pas toi que je veux convaincre, c'est les gens qui nous écoutent. Après, effectivement, si Total arrivait demain à booster pour une raison ou pour une autre, et qu'on se retrouve à 80 euros, ben j'allégerai, je prendrai des bénéfices, bien sûr, parce que je ne suis pas marié avec Total Energy. Exagération, après il faut finir par alléger. Voilà, même sur Total Energy, il faudra extraire de la performance, c'est le but. Mais en attendant, ben, j'aurais touché les dividendes, comme je les touche sur la Française des Jeux, comme je les touche sur Pernod Ricard, sur Mineros, qui a versé son dividende aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Enfin, tu vois, quand tu as des dividendes qui te tombent toujours, tous les mois, tu as une poche de dividendes qui t'arrive, bah, ça te permet de pouvoir réinvestir, prendre plus de risques, etc. Et puis voilà, un portefeuille, en moyenne, pour moi, il faut que ça puisse gagner au bas mot 20% par an, mais c'est pas chaque année. Il y a forcément des années où tu fais 30%, il y a même des années où moi j'ai fait du 40%. C'est pas quelque chose qui est c'est pas un contrat où tu te dis tous les ans j'ai mes 20% qui tombent. C'est du long terme, et ceci dit, on essaye de les faire parce que c'est un objectif
dans la vie, il faut quand même des objectifs. Je les aime pas trop, moi, les objectifs, mais il faut se les fixer pour tenter d'y arriver. Sans objectif, l'être humain a tendance à procrastiner, quoi, voilà. Oui, tout à fait. Moi, de toute façon, je suis totalement serein avec Total Energy. Je pense comme toi que tôt ou tard, on pourra jamais se passer de l'énergie pétrole. Et ça finira par monter. Et puis après, si effectivement il y a une exagération, on allégera. Moi, de toute façon, dans ma stratégie de portefeuille, il y a des actions à dividendes que je regarde très peu parce que elles sont là, un peu comme tu l'as dit, sous forme presque d'obligataires. Elles me font du rendement. Ces rendements sont réinvestis. Et en fait, effectivement, là-dessus, je ne passe absolument aucun stop. Là où je place des stops, c'est uniquement dans les valeurs de croissance, si possible de forte croissance, où là, je suis beaucoup plus prudent. Il peut y avoir des retours de bâton. Entre autres, j'ai fait de bons coups cette année avec les GAFAM, enfin les 7 magnifiques maintenant, comme on les appelle. Mais je vous avoue que là, j'ai des stop suiveurs. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent le marché est trop haut, le marché est trop haut. Bon, le marché est trop haut, je m'en moque. Moi, j'ai un stop suiveur. Si ça baisse, je suis stoppé, mais j'aurais fait des énormes gains malgré tout. Voilà. Donc, en gros, j'ai, on va dire, 60 à 70% de mon portefeuille qui est orienté d'actions à dividendes. Le reste, c'est plutôt des actions de croissance. Et d'ailleurs, à ce titre, je voudrais attirer un petit peu ton attention sur le fait que, compte tenu qu'on a des cadors en France au niveau politique, et que globalement la France est la lanterne rouge de l'Europe en termes de croissance, je m'oriente vraiment de plus en plus dans des actions étrangères dès qu'elles ne sont pas des actions à dividendes, c'est-à-dire Total, AXA, des actions de croissance comme Coface, à dividendes pardon, comme Coface, comme AXA. Si elles sont françaises, pas de problème. Mais dès qu'il y a des actions qui ne versent pas de dividendes, je préfère m'orienter vers le marché étranger. Voilà. En fait, moi, ce que je conseille, c'est d'abord et avant tout, puisqu'on est en France, le PEA. Si pour un couple, par exemple, tu peux avoir 2 PEA, ce qui est déjà pas mal, faut le dire. Et moi, j'ai 2 PEA, mais il n'y a que Total dessus et elles sont à bloc. Voilà. Alors le truc, c'est... Je ne peux pas rentrer le truc, c'est de mettre des valeurs de rendement, comme Total Energy, AXA, etc., sur les PEA. C'est vraiment le conseil que je donne. Et pour le reste, eh bien, d'avoir un compte Saxo ou eBay de façon à pouvoir investir dans le monde entier et dans ce cas, éviter, le plus que possible les valeurs dividendes pour éviter d'être taxé sur les dividendes, mais quoique, il y a des valeurs, par exemple, on parlait des minières comme Mineros qui versent aussi un dividende sympa, qui mérite parce qu'elle est aussi de croissance, et donc quand on a des valeurs qui sont et de croissance et qui versent un dividende, je pense qu'il ne faut pas avoir de stratégie à se dire moi les dividendes ça m'intéresse pas, c'est de la merde, moi je ne fais que de la croissance. Je pense qu'il faut avoir un regard beaucoup plus pointu, beaucoup plus généreux dans l'optique et se dire voilà cette valeur. Par exemple, là, j'ai vendu. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est merveilleux. Tu vois, j'ai vendu GTT dernièrement. Pourquoi? Parce que nos algorithmes sont vendeurs, la moyenne de 12 est vendeuse, tout est vendeur. Puis tu as des GTT, tu as NJ que j'ai vendu aussi dernièrement, qui sont des valeurs qui versent des dividendes. Et GTT, elle est aussi croissance. C'est une valeur aussi de croissance. Donc si tu veux, j'ai un peu de mal à vendre aussi, mais il y a des moments
où il faut extraire de la performance, même sans regarder les graphiques, sans mettre de stop. Je sors et je fais du cash, parce qu'en ce moment, les marchés sont plutôt baissiers. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de risques de voir les marchés tomber que grimper. Et donc, il faut faire du cash là où il y en a. Et malheureusement, Total Energy n'étant pas au plus haut, Total donc ne m'intéresse pas à être vendu. Sur Pernod Ricard, j'ai pas de bénéfice à sortir, donc c'est pas ça que je vais vendre. Française des Jeux non plus et tout. Donc on cherche, on regarde là où on est dans le vert, et on dégage, on prend du bénéfice. Et puis on se recentre après sur des opportunity cost, comme je le disais tout à l'heure, de façon à rechercher des valeurs qui ont plus de potentiel que celles qu'on vient de vendre. Je pense que quand tu vois l'envolée qu'il y a eu sur, par exemple, GTT, effectivement, elle peut encore monter, mais il y a pas mal de valeurs qui baissent beaucoup en ce moment, qui vont être une opportunité bientôt. Il faut avoir absolument le cash pour pouvoir taper la valeur qui va nous donner à ce moment-là des perspectives bien plus grandes que GTT nous offre aujourd'hui, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose un message que j'essaye de faire passer. Ne vous entêtez pas à vouloir garder une valeur, ne vous identifiez pas à une valeur, ne tombez pas amoureux d'une valeur, parce que le jour où la boîte ira mal et que le PDG lui prendra son parachute doré qui va se barrer, vous allez rester avec vos papiers, vos titres, et vous serez scotché là-dessus, et puis la société, elle en a rien à foutre de vous, hein. En fait, nous on est là pour gagner de l'argent, pas pour collectionner des titres on n'est pas là à collectionner des titres comme des collectionneurs de timbres et se dire tiens, il est beau ce timbre. Non, oui, elle est belle cette valeur, mais moi si j'investis dans une valeur, c'est pour qu'elle me donne de l'argent. C'est pas pour avoir un titre dans mon portefeuille et puis m'en contenter jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Et d'autant plus si cette valeur elle est dans un PEA où le fait de vendre ne génère pas d'impôt. Effectivement. Donc le but il est là aussi. Ouvrez un PEA, les amis, ouvrez un PEA pour défiscaliser, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Jean-François, en France on est hyper fiscalisé. Donc voilà. Mais si on tient compte du PEA, je veux dire, si vous avez un petit salaire, en fait, si vous êtes smicard ou un peu plus qu'un SMIC, et que vous avez un PEA, en fait, en France, on n'est pas si fiscalisé que ça. En fait, parce que, par exemple, moi, si je voulais m'expatrier en Thaïlande ou au Japon, je serais imposé certainement à 30%. Alors que le PEA, il permet d'avoir une fiscalité à 17,2%. Si vous touchez le SMIC, vous êtes très faiblement imposé en France, hein. Donc, il ne faut pas, je veux dire, pour ceux qui sont capables de partir dans un pays parce qu'ils ont une capacité de travailler sur Internet et d'être tout simplement nomade digital, par exemple, etc. C'est pas forcément une chose extrêmement positive que de quitter le territoire national pour la fiscalité, parce qu'on a une fiscalité, certes, mais dans d'autres pays, c'est pas forcément mieux. Et par exemple, là, en ce moment, en Thaïlande, ils sont en train de plus en plus être à cheval sur la fiscalité, sur les normes, donc petit à petit, ils vont devenir exactement comme en France. On ne pourra plus avoir de passe-droit et faire un petit peu ce qu'on veut sans forcément déclarer des choses, etc. etc. Donc la France, beaucoup s'inquiètent que nos hommes politiques sont à la ramasse. C'est vrai, alors ça c'est vraiment un problème, c'est un réel problème, mais on a la chance en France d'avoir de très très belles sociétés, puis aussi un peuple, le peuple français qui est très travailleur, qui permet à notre gouvernement de dilapider comme il le fait. Parce que si les Français ne créaient pas de richesse telle qu'on la crée, nous, tous les jours, il y a longtemps que le gouvernement aurait été rappelé à l'ordre par les finances. Et on voit que pour eux, la
simplicité, c'est d'augmenter un petit peu les impôts ici ou là, de façon à continuer cette gabegie financière, puisque la France est vraiment mal gérée. Voilà. Donc moi, c'est pourquoi j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la demi-expatriation. Donc voilà, moi j'encourage à réfléchir aux gens avant de quitter la France, partir, etc. N'oubliez pas, vous avez cotisé pour votre retraite, vous avez une assurance maladie, même si les hôpitaux sont dans un triste état, etc. N'oubliez pas que le jour où vous allez quitter la France, moi je connais pas mal de gens qui ont quitté la France, ben vous devez payer votre assurance santé, assurance santé qui coûte assez cher, mais surtout qui risque un jour de vous dire mais moi je vous assure plus à partir de l'année prochaine parce que vous me coûtez trop cher. Alors que la sécurité sociale et les mutuelles françaises, quel que soit le problème que tu puisses avoir, une grosse opération qui va te coûter 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros même, si tu as une greffe de rein ou je ne sais quoi, c'est des choses qui coûtent très 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 cher. Si jamais tu te retrouves au fin fond d'un pays comme la Thaïlande, à l'hôpital, on va te faire payer d'abord et on te soignera après. Ça, faut pas l'oublier. Donc, garder son passeport, ses droits, etc., pour moi, c'est important. Et s'expatrier, par contre, c'est aussi important parce que la qualité de vie en France, moi, si je souhaite quitter la France, c'est même pas pour la fiscalité, c'est pour la sécurité, en fait. Hein. On s'aperçoit que la France est un des pays du monde les pires en matière de sécurité et c'est des choses qui s'empirent de jour en jour et donc voilà, hein, donc on est mal soigné en France. On peut très bien être expatrié, toujours être résident fiscal français, etc. et garder nos droits et le jour où tu as un problème, bah, tu peux te faire soigner, mais être aussi payé par la sécurité sociale, ta mutuelle, ou revenir en France te faire soigner. Moi, dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé. J'étais aux urgences et j'ai vu que, bon, ils n'allaient pas me soigner et que j'étais plutôt en danger, que j'allais ressortir avec d'autres maladies. Donc, j'y suis pas retourné. J'étais à l'hôpital américain, dans la région parisienne. Tu payes. Et puis tu es bien soigné. Donc en fait, en France, tu peux être aussi bien soigné, mais il faut payer. Donc encore une fois, on en revient sur le terme de l'argent et qu'il faut gagner suffisamment pour se payer les choses dont on a besoin, puisque notre gouvernement n'est pas capable de subvenir à notre besoin. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des problèmes de logement en France. Donc le rôle du gouvernement, c'est aussi loger les gens. Donc on loge des gens qui n'ont jamais travaillé en France, qui arrivent ici en bateau par milliers. On les loge, on leur donne la CMU, etc., etc. Donc on donne beaucoup de choses à certaines personnes qui arrivent. Puis par contre, à ceux qui travaillent, qui sont souvent d'ailleurs des gens qui ont une vision politique de gauche, il faut donner tout, il faut que tout soit gratuit, etc., etc. Puis quand ils vont à l'hôpital, ils s'aperçoivent que ils sont mal soignés, puis ils gueulent, ils vont manifester parce qu'ils sont mal payés, sont mal soignés, mais ils ont tout fait pour que le système soit ainsi. D'ailleurs, donc faisons en sorte, puisque le système est ainsi, et bien d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se payer les choses dont on a besoin. Voilà mes propos, et c'est pour ça que j'anime cette chaîne depuis déjà 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans. Ah oui, ça fait 5 ans qu'on se connaît, d'ailleurs. Voilà, oui. Pratiquement. Alors moi, pour faire la synthèse de ce que tu dis, je dirais plus simplement, si vous êtes jeune, c'est plus facile, plus vous allez vieillir et vous rapprocher de la retraite, plus il faudra y réfléchir. Alors là, tu as raison. Ce que je dis, c'est pour des gens qui sont déjà installés en France, qui ont déjà fait des enfants, par exemple, qui ont 35 ans peut-être, tu vois, 30, 35 ans. Partir, ça devient compliqué, ça n'a plus de sens. Et puis plus tu t'approches de la quarantaine, plus tu n'as même plus intérêt à partir, parce que tu as cotisé pour ta retraite, etc. Par contre, si tu as 20 ans, là, je ne donne pas le même conseil. Là, si tu as 20 ans, je te dis, mais barre-toi, reste pas ici. Je t'arrête aussi sur un fait, c'est que partir vivre à l'étranger ne signifie pas de ne plus toucher sa retraite. Tu touches toujours ta retraite. C'est abandonner la nationalité française par le passeport, où là, effectivement, puisque tu n'es plus français, tu ne vas plus toucher ta retraite. Ça se donne. Là, tu es en train de confondre deux choses. T'as pas tort dans le fait où si tu pars à l'étranger et que tu reviens à
à 64 ans, puisque c'est 64 ans maintenant, et que tu dis ah, j'ai besoin d'argent, donnez-moi ma retraite, bah, tu auras un minimum retraite. C'est vrai. Ouais, mais là, c'est parce que tu as fait n'importe quoi. Oui, mais il y a des gens qui pourraient le faire. Par contre, si tu pars à l'étranger, tu vas sûrement quand même... Enfin, tu vas pas rester sans rien faire parce qu'à l'étranger, on va pas te donner des allocations à tout va pour que tu puisses manger, te loger, etc. sans travailler. Donc si tu pars... D'où l'intérêt d'aller chez PowerTrade. Si tu es à PowerTrade, mais que en plus de ça, tu t'es expatrié, tu as 20 ans, tu travailles tu vas aux États-Unis, voilà, tu as fait des études et tu trouves un boulot là-bas, voilà, il va falloir que tu capitalises parce que là-bas, il n'y a pas une assurance sociale si développée que la nôtre, etc. Le système de retraite là-bas, il est pas par répartition non plus, il est par capitalisation. Donc voilà, il faudra que tu t'adaptes au pays où tu es, mais tu auras sûrement beaucoup plus de possibilités de t'enrichir et de vivre très très bien ailleurs qu'en France si tu démarres ta vie maintenant et si tu as 20 ou 25 ans. Par contre, si tu as 35, 40 ans, je pense qu'il vaut mieux conserver nos acquis parce que tout va pas s'écrouler du jour au lendemain. La France, c'est encore un pays qui a baissé, hein, mais il y a encore de l'argent, il y a de belles sociétés, il y a des gens qui bossent, il y a encore à faire en France. Tout ça se calcule de toute façon. Tout ça se si calcule. Tu pars, par exemple, tu vois, des gens comme toi... Ta situation familiale, sa situation financière, tout ça c'est un calcul, il n'y a pas de... Ça se met sur Excel. Ouais. Si tu vois, par exemple, toi et moi, si on part à, je sais pas, on part au Vietnam, en Thaïlande ou peu importe, pourquoi pas au Maroc, il y a des gens qui partent s'expatrier au Maroc, il y a des gens qui partent de partout, parce que la vie est moins chère. Pourquoi? Parce que leur retraite ne leur permet pas de vivre décemment en France. Donc ils s'expatrient un petit peu comme, en fait, comme des émigrés qui viennent d'Afrique en France parce qu'ils peuvent pas manger en Afrique, donc ils viennent en France pour trouver un travail, pour manger, c'est la nature humaine qui veut ça. On a beaucoup d'expatriés français qui partent en Thaïlande parce que le coût de la vie est moitié prix qu'en France, et donc pour eux c'est le seul moyen de vivre convenablement avec une petite retraite et leurs petites économies. Donc par contre, n'oublions pas un truc, c'est que les caisses de retraite, si tu veux, de plus en plus ou de moins en moins, il y a de l'argent. Et je me rappelle que j'avais un ami qui était parti s'expatrier en Thaïlande. À un moment donné, on lui avait supprimé sa sécurité sociale parce qu'il était expatrié. Tu vois, eh ben, un jour, on pourra te supprimer ta sécurité sociale comme on pourra te supprimer ta retraite. Si tu n'habites pas dans le pays, on pourra te dire, ben, mon petit bonhomme, on va t'en retirer la moitié parce que tu dépenses pas ton argent dans le pays, tu vois. Voire on pourra te dire, eh ben on te retire tout. Tu dépenses pas l'argent en France, tu n'as aucune raison de toucher ta retraite. Donc, quitter la France... Ce qu'ils veulent faire surtout, et ça, entre autres, les gens de LFI en bavent de ça, c'est faire la fiscalité au passeport comme aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire, tant que tu es français, ben, tu vas payer tes impôts en France, quel que soit l'endroit dans le monde où tu te situes. Les États-Unis le font déjà, mais ça sera très très dur pour la France de le faire. Oui, ça sera difficile à passer, mais rien n'est impossible avec. Oui, mais en tout cas, c'est quasiment impossible parce que la France n'a pas cette puissance que les États-Unis ont. Et puis après, si jamais ça arrivait, et ça existe déjà, tu peux quitter ta nationalité, hein. Tu peux demander une nationalité étrangère. Alors sachez qu'il faut le faire dans l'année où vous demandez, il faut demander de quitter la nationalité française dans l'année où vous adoptez une autre nationalité. Sinon, on peut vous le refuser. Sachez-le. Ouais, mais en tout cas, on peut très bien la quitter. Et après, il y a un moment donné où il y a tout un tas de malfrats qui changent d'identité, etc., etc. Il y a un moment donné, à trop taxer les gens, eh bien les gens vont bien se renseigner pour savoir comment quitter la nationalité française, comment jeter son passeport. En gros, hein, si tu prends une nationalité dans certains pays, eh bien, tu jettes ton passeport. Je vois pas comment ils peuvent te retrouver. Hein. C'est pas à partir du moment où tu t'es plus en France, on va avoir du mal à te retrouver, hein, tu vois. Mais tant que tu ne sors pas le bout du nez et que tu veux plus remettre les pieds en France,
Mais ceci dit, voilà, ça sera un abandon carrément de ton passeport et puis de ne plus jamais remettre les pieds en France. Mais on en est, voilà, encore une fois, je veux pas faire peur aux gens, on n'en est pas là, on est très très loin de tout ça. C'est pour ça que moi je reste en France et que je tends plutôt vers une demi-expatriation. Là, tu vois, je vais partir en Asie très bientôt, là, après avoir fait les interviews à Zurich. Ben, je vais partir en Thaïlande, au Japon, et j'ai tendance à partir de plus en plus longtemps. Tu vois, là, je vais partir 7 semaines, c'est déjà prévu. Donc 7 semaines, ça commence à être sympa, mais ça va être de plus en plus des durées plus longues et des fréquences de départ de plus en plus fréquentes aussi, parce que voilà. Moi, j'aime mieux vivre là-bas qu'ici, tout simplement. Mais en tout cas, loin de moi cette idée d'abandonner mon passeport et de quitter la France complètement définitivement. C'est lourd, hein. Ouais. C'est lourd comme démarche. C'est très lourd, c'est très lourd. Et psychologiquement, c'est pas évident. Mais j'en parle parce qu'il y a pas mal de youtubeurs qui sont partis et qui prêchent, justement, souvent ils sont jeunes, ils prêchent justement le départ, ils montrent à tout le monde, vous voyez, nous on est au soleil, je suis bien, je suis au soleil, la vie est pas chère, etc., etc. Voilà, ils montrent tous les bons côtés, mais encore une fois, là, moi je suis là pour aussi... ça va même souvent plus loin, ils prennent les gens qui restent en France pour des imbéciles. Oui aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, moi je suis là plutôt pour avertir les gens. Oui, l'herbe est souvent plus verte ailleurs, mais une fois qu'on est ailleurs, l'herbe est encore plus verte ailleurs aussi. Donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'oublions pas ça. Mais c'est vrai que de mon point de vue, on vit mieux en Thaïlande ou au Japon qu'en France avec des revenus tels qu'on les a nous ici. Donc c'est ça qu'il faut mettre en parallèle. Si tu étais thaïlandais et que tu travaillais avec un salaire thaï, bien tu rêverais, tu n'aspirerais qu'à une seule chose, c'est de venir en Europe pour gagner mieux ta vie. Donc voilà, tout est discutable, on va dire. Voilà, bah écoute mon ami, on a, je sais pas combien de temps on a discuté, j'ai pas regardé le timing, mais on a déjà... Alors vous constaterez, cher auditeur, que celui qui détient le plus la parole, c'est notre ami Patrick. Donc au resto, ça s'est passé de la même façon, quoi qu'il en dise. Je me suis fait un petit peu violence parce que je sais que dès qu'on te donne la parole, on a du mal à te la reprendre. Voilà, eh bien écoute... Ben, en tout cas, on s'appellera, on s'appelle assez souvent avant notre départ. N'oublie pas qu'il y a une formalité qu'il faudra faire hein, avant ton départ. Ben, tout ça, on en reparle en privé. Okay. Bien les amis, t'as pas d'autres questions peut-être? Aucune. Eh ben, on va s'arrêter là, les amis. De toute façon, je refais une vidéo ce soir, les amis. Comme d'habitude, ça sera une petite vidéo bonus supplémentaire. Eh bien, bonne journée, surtout, soyez prudents les amis, bonne journée à tous et à ce soir.